Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans, avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Guillaume Pelletier, manager de la Bulgarian Top Team, qui compte parmi ses membres le dénommé Benoît Saint-Denis. Mais au lieu de faire répéter à Guillaume ce qu'il dit partout, on a surtout abordé son parcours personnel. Comment est-il arrivé au sport de combat? Par monter sa team et devenir agent? Que prouve-t-il exactement? Et surtout, qu'est-ce qui fait sa différence? C'est un régal, alors je vous souhaite une bonne dégustation. Salut Guillaume, comment ça va ce matin? Ça va très très bien, merci beaucoup. Ce matin très tôt et ça fait très plaisir d'être avec toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Est-ce que c'est vraiment très tôt? Il y a une différence avec la Bulgarie? Il y a 1 heure de plus ici. Mais en fait, de toute façon, les journées commencent très tôt pour moi. Je me lève à 6 heures le matin. À 6h30, je commence déjà ma journée. Donc, c'est des horaires qui sont cool pour moi en plus. Et je voulais revenir un peu avec toi sur ton parcours, parce qu'aujourd'hui, beaucoup te connaissent comme le manager, on va dire, de la Bulgarian Top Team. Mais de ce que j'ai pu trouver sur le net, il n'y a pas énormément d'informations. Tu étais combattant avant. Oui, j'ai combattu. Après, de là à dire que j'étais combattant, c'est un grand mot. Tu sais, j'ai eu ma petite carrière à moi, quelque chose de, comment dirais-je, sans prétention. J'ai combattu j'ai envie de te dire, quasiment toutes les disciplines possibles et imaginables. J'ai commencé par la boxe anglaise. Je suis allé au pied-point. J'ai même fini mon dernier combat en bare knuckle. Tu sais, la boxe Ah ouais? sans gants. Ouais, j'ai fait un combat de bare knuckle. C'était en Serbie en décembre 2021. Oh, putain, mais c'est récent. Ouais, c'est pas très vieux. Il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant. Ouais, c'était le point final, on va dire, à une petite carrière qui était cool. Tu vois, c'était sympa. Comme je dis, sans prétention, sans faire beaucoup de bruit. J'ai toujours aimé la discrétion en ce qui concerne les sports de combat aussi parce que j'appartiens à une génération où c'était nettement moins mis en lumière à l'époque. Mais voilà, j'ai eu mon petit parcours à moi. J'ai fait mes petits combats et c'est bien, je pense aussi dans ce métier d'avoir une petite expérience et de savoir de quoi on parle quand on parle de gestion des émotions, tout ça. Je pense que si on l'a vécu, on connaît encore mieux le sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ah bah je peux que plus soyez. Hein. Je pense bien que je crois que c'est une phrase qu'on attribue à Mike Tyson qui disait tout le monde a un plan jusqu'à temps qu'il s'en prenne une dans la gueule. Donc Mais j'aime bien cette phrase, effectivement, parce que parfois ça change beaucoup les plans d'en prendre une. comment tu découvres les sports de combat personnellement? Est-ce que gamin t'étais déjà un peu passionné par les sports de combat ou même pas? Alors, alors pas spécialement. C'est une histoire que j'aime bien raconter. En fait, moi, j'ai commencé très tôt par le handball. Tu vois, un sport qui n'a strictement rien à voir. J'étais passionné et j'ai même tendance à dire d'une façon assez prétentieuse que j'étais doué pour le handball. J'aurais pu passer professionnel au handball, tu vois. Je viens de Normandie, j'ai été jusqu'à jouer en D2 à Vernon, tu vois, si ça te Ouais, dit ouais, je vois quelque bien. chose, Saint-Marcel-Vernon, qui est un club qui ensuite est monté en D1, etc., etc. Sauf que dans mon parcours de joueur de handball, j'ai fait une rencontre qui a changé beaucoup de choses finalement. C'est la rencontre d'Alexis Vastine. En fait, on est tous les deux originaires de Normandie, d'un petit patelin à quelques kilomètres de Pont-Audemer, si ça dit quelque chose pour les gens, pour les Normands qui vont nous écouter. Et donc Alexis Vastine, tu vois de qui je parle Bien peut-être, sûr, non? tout à fait. Bah, je crois qu'on est de la même génération parce que ça me parle bien tous ces noms. D'accord. Bah écoute, Alexis Vastine, en fait, en plus de sa carrière de boxeur, donc pratiquait le handball. On a joué ensemble, on était dans le même club. Euh, C'était une période où, comment dirais-je, j'avais une adolescence, moi, qui était un petit peu, j'étais quelqu'un d'un petit peu difficile dans mon adolescence. Là on parle, j'avais une quinzaine d'années, je crois. Alexis avait 1 an de moins que moi. Et en fait, si tu veux, nous, on était toujours un petit peu les joueurs un peu provocateurs et un peu durs de l'équipe. Et en fait, en gros, on provoquait toujours les bagarres pendant les matchs avec Alexis. Un jour, il m'a dit, tiens, bah, viens avec moi à l'entraînement, etc. Et c'est là où j'ai rencontré son père, d'ailleurs, Alain.
Et ça a commencé comme ça. En fait, je me suis pris d'amour pour la boxe. Hein. J'ai vraiment adoré ça. Et voilà, j'aime raconter cette histoire, comme quoi finalement c'est Alexis qui m'a donné l'amour pour ce sport. Et c'est même pas si c'est une belle phrase ou pas, mais je suis très émotif quand je parle de ça. À travers aujourd'hui ce que je peux vivre dans le sport, j'espère rendre un petit peu à ma manière hommage à Alexis, qui nous a malheureusement quittés bien trop tôt. Suite à ça, est-ce que quand tu démarres les sports de combat, toi, tu as envie de faire des compétitions ou tu es plus passionné par l'entraînement? Non, 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 j'avais pas en tête de faire des compétitions, mais pour le coup, moi, je suis quelqu'un, quand je commence quelque chose, je le fais vraiment à fond. Et vraiment, j'ai adoré m'entraîner. J'ai adoré boxer, j'ai adoré me challenger. En fait, je crois que c'était surtout ça. Vraiment, je le répète encore une fois, j'étais un adolescent dur. Pour le coup, là, je vais me livrer un petit peu, dire des choses que j'ai jamais dit. Dites, j'étais vraiment dur. J'ai eu une jeunesse extrêmement calme et bizarrement, en fait, je suis vraiment passé à l'opposé lors de l'adolescence. Et j'avais besoin de quelque chose, en fait, je pense, pour, j'allais dire me canaliser, mais c'est vraiment pas le bon mot, en fait. Je crois que j'avais besoin de me challenger, en fait. J'avais besoin de savoir qui j'étais, j'avais besoin de me mettre dans le dur. J'avais besoin de me mettre en opposition physique avec des gens et de voir ce que j'étais capable de faire. Je crois que c'était ça la base de l'amour pour ce sport. Souvent, de ce que je comprends, quand on est passionné par une activité, tu vois, comme ça a été mon cas avec la muscu, on a Mhm. tendance à délaisser tout ce qu'il y a autour, notamment les études ou les études qui n'ont rien à voir avec notre passion. Est-ce que ça a été aussi le cas pour toi? Bah, pour le coup, tu vois, ça a été déjà le cas avec le handball que j'ai doucement mis de côté alors que j'étais promis, je crois, à une belle carrière. Et oui, bah, les études, hein, ça s'est malheureusement enchaîné. Je crois que j'ai arrêté l'école à 16 ans et demi, il me semble. Donc oui, on est dans cette trajectoire-là, malheureusement. Enfin, je dis aujourd'hui malheureusement, même si ça ne m'a pas coûté cher finalement d'arrêter les études, parce qu'aujourd'hui je fais quelque chose que j'adore et que j'échangerais pour rien au monde. Mais c'est une phrase que j'essaie de pas trop sortir parce que justement aujourd'hui c'est une conversation que j'ai régulièrement avec ma fille qui a 10 ans et j'essaie de lui expliquer l'importance justement de faire de longues études et de quitter l'école avec un maximum de bagages, quoi. Est-ce que par la suite, tu as repris des études? Du moins dans le sens où comment tu t'es organisé pour gagner ta vie d'un point de vue financier avant de faire ce que tu fais actuellement, auquel on va revenir. Comment tu t'en es sorti quand tu avais 18-20 ans? Tu étais encore chez tes parents, mais bon, j'imagine que tu pas resté longtemps si tu étais un rebelle. Bah, alors pour le coup, tu vas voir, tout se rejoint. Vu l'adolescence un peu mouvementée que j'avais, je suis parti très très tôt de chez mes parents et en fait, j'avais même pas 18 ans lorsque j'ai quitté le cocon familial et j'ai décidé de partir. Alors, me demande pas pourquoi, je ne saurais pas te répondre. J'ai décidé de partir à l'opposé total de là où j'habitais et donc je suis parti à Marseille. Je suis parti à Marseille, j'ai passé 10 années à Marseille. Et voilà, à Marseille, je vais pas te mentir que lorsque je suis arrivé, c'était un petit peu compliqué. J'étais mineur encore à l'époque, donc compliqué pour trouver du travail, compliqué pour se loger. Donc tu vois, j'ai pas envie de te faire l'histoire, tu vois, banale et classique du gars. Ouais, j'étais obligé de faire de mauvaises choses pour me nourrir, etc. Mais la réalité, c'est qu'on n'en est pas loin. Il a fallu que je trouve des façons pour me nourrir dans un premier temps, avant de me mettre un coup de pied aux fesses et de me rendre compte que j'étais très certainement sur la mauvaise voie. Et par conséquent, j'ai essayé de rentrer dans la voie professionnelle de la façon la plus simple et courante lorsqu'on a ma trajectoire. C'est que j'ai passé, pardon, un CQP, un certificat de qualification professionnelle pour être agent de sécurité, tout simplement. Et j'ai commencé à faire de la sécurité à l'âge de 18 ans. Suite à ça, j'ai quand même essayé de faire un petit peu plus d'argent et de me qualifier dans ce domaine. Donc, du coup, j'ai passé les diplômes de protection rapprochée, d'agent de protection rapproché. Et de fil en aiguille, là, tu as vu, hein, je développe Ouais, beaucoup, tu vas-y, verras, vas-y, ça tu vas voir. m'intéresse. Et de fil en aiguille, j'ai fait de belles rencontres à Marseille qui m'ont permis de devenir l'agent de protection rapproché des joueurs de l'Olympique de Marseille. Ah ouais, et non, mais est-ce que tu étais fan, fan entre guillemets de foot ou pas du tout? En fait, je l'étais grave. J'étais Ah, grave génial fan de alors. l'OM. Tu sais, j'allais au stade. Écoute bien, j'allais au stade, j'allais même faire les matchs à l'extérieur, t'imagines, avant de travailler pour l'OM. J'allais dans le COP, etc. Enfin, tu vois, j'étais vraiment quelqu'un de passionné. Et malheureusement, le fait de travailler à l'OM, bah, tu vas vite le comprendre, m'a un petit peu tué la passion. C'est comme si demain, toi, tiens, cite-moi le chanteur que tu préfères, Rudy. Ouais, j'y connais rien du tout en chanson. Vraiment, je suis rien. Donc, faut pas dire, mais Ah, je pourrais te dire, en muscu, quand j'étais gamin,
tu vois, si tu m'avais dit, allez, tu vas aller t'entraîner avec Ronnie Coleman, tu vois, j'aurais foncé, quoi. Voilà. Ronnie Coleman, tout à fait. Bah, demain, par exemple, on te dit, tiens, tu vas être l'agent de protection rapproché de Ronnie Coleman. Donc, c'est-à-dire, c'est pas juste être là quand il y a des caméras, c'est en fait l'accompagner dans sa vie de tous les jours, en fait, tu vois. C'est même aller faire des courses avec lui. C'est même s'il a envie, après une remise de trophée, aller en boîte, c'est même aller en boîte avec lui, tu vois. Tu sais, un agent de protection rapproché, tu vois. Bah, en fait, au bout d'un an, ta passion pour lui, elle va s'éteindre parce que ça devient quelqu'un que tu côtoies tous les jours, en fait, tu vois. Bah, ça a été un petit peu le cas pour moi. Je suis arrivé en tant que grand passionné de l'OM à l'OM. Et bah, tu sais, le fait de passer toutes tes journées avec les joueurs, tes week-ends, une partie de tes nuits de temps en temps, tu vois, bah, fait que la passion a diminué. Mais je continue de me tenir informé. Je sais que d'ailleurs, l'OM a perdu en Coupe de France Ouais, t'as il vu y a hier, quelques jours. il y Ouais, a deux ouais, jours, là. je me tiens informé. Je regarde de loin maintenant, mais on peut pas tuer une passion qui était vivante comme ça pendant des années. Donc, je reste informé des résultats. Parallèlement à ton travail, j'imagine que tu continues à fond les sports de combat, vu que ça fait partie du travail. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je m'entraîne à Marseille. En plus, Marseille est une ville formidable pour le pied-point, tu vois. Il y a vraiment du très haut niveau. Je me rappelle plus la rue exacte là où je m'entraînais. Ça fait maintenant 12 ans que j'ai quitté Marseille. Mais c'était dans le club de Jérémy Sportouche, un ami que j'ai rencontré quand j'occupais une autre place après en protection rapprochée. J'étais à la gare Saint-Charles de Marseille et c'est un boxeur de pied-point en fait avec qui bah, j'ai découvert aussi sa salle. Je suis allé m'entraîner chez lui. Il fut aussi une époque où je me suis entraîné chez David Dukanovic, si ça te dit quelque chose, qui est aujourd'hui bah, un coach qui a un club à Marseille qui est réputé. Je crois qu'il s'est aussi un petit peu lancé dans le management. Malheureusement, on s'est perdu de vue, mais voilà, c'est quelqu'un qui existe encore dans le MMA et je me suis entraîné à l'époque aussi chez lui. Disons que j'ai baroudé un petit peu. J'ai baroudé. J'ai fait différents clubs à Marseille, un petit peu à l'image de ma vie. En fait, j'ai tourné un petit peu partout et voilà. Alors, comment tu te retrouves à bosser dans les sports de combat? Parce que là, tu es agent de garde rapproché, tu bosses, entre guillemets, dans le club de ton cœur, tu vois les personnes, même si effectivement, ça devient plus on peut pas dire des amis, c'est quand même cette notion de travail, Mhm. mais tu te retrouves dans les sports de combat. Alors, quel a été l'élément déclencheur ou la rencontre? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, et tu vois, je vais le dire sans honte, je me fais licencier de l'Olympique de Marseille. C'est pas le départ que j'ai souhaité. Sinon, je pense que j'y serais encore. J'aimais beaucoup ce que je faisais, même si s'était installé une petite lassitude parce que je devais même accompagner les joueurs à l'entraînement, tu vois. Donc, je les regardais s'entraîner 2 fois par jour, ce qui était passionnant le premier mois, mais ce qui l'était nettement moins après, tu vois. Et il m'est arrivé une sale histoire et que je vais raconter. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on va s'en priver? Je vais la raconter. À l'époque, en fait, le directeur général de l'Olympique de Marseille était Monsieur José Anigo, si ça te dit quelque Ouais, chose. ouais, bah, bien sûr, bah, on est de la même génération, donc tous les noms que tu parles, Ok, je bah vois moi bien. j'étais à l'époque, bah moi j'ai connu donc Pape Diouf, j'ai connu juste après Jean-Claude Dacier. J'y étais l'année du titre en 2010 de l'OM, tu vois, notamment. Donc j'ai connu les Ben Arfa, les Gignac, les Rémy et compagnie et compagnie. Et en fait, le fils de José Anigo était incarcéré il était soupçonné d'avoir fait un cambriolage porte d'Aix à Marseille d'une bijouterie. Et donc moi, quand j'ai signé à l'OM, il venait d'être incarcéré, et donc je ne le connaissais pas. Et il y a eu un vice de procédure quelques années plus tard. Euh, voilà, ça, je vais pas rentrer dans les détails. Et donc il a été libéré. Et en fait, un jour, il rentre sur le lieu d'entraînement des joueurs de l'Olympique de Marseille. Et comme c'était le fils du patron, ben en fait, il force la barrière en bas, il était en scooter et il rentre dans l'enceinte sans prévenir personne. Et en fait, nous, on avait une grande frayeur à l'OM. C'était, en fait, à la commanderie, le lieu d'entraînement des joueurs, du côté gauche, c'est le quartier présidentiel. Donc, c'est là où est le président et tous les ouvriers, en fait, au bureau. Et du côté droit, en fait, c'est le côté sportif, là où s'entraînent les joueurs. Et nous, ce qu'on avait peur, c'était qu'un scooter force le passage et rentre du côté droit et en fait, en gros, rafale tous les joueurs. En fait, ça, c'était vraiment le scénario catastrophe qu'on redoutait. Et en fait, ce scooter est en train de pénétrer dans la commanderie et donc la personne qui est en bas, la guérite, l'agent de sécurité, me dit, il rentre du côté droit. Donc du coup, c'est ce qui pouvait arriver de pire. Et en fait, quand il se gare, du coup, j'interviens immédiatement et bon, malheureusement, il s'est avéré que c'était le fils du président, enfin du directeur sportif de l'OM. Et cette petite aventure m'a coûté ma place à l'OM.
Donc voilà, ça c'est une histoire qui est un peu rigolote, mais du coup qui a beaucoup changé ma vie. Donc sur le coup, ça a été un moment difficile pour moi, mais finalement, comme quoi il faut toujours en fait, je pense, transformer les moments négatifs en côté positif. Et en fait, le fait de me faire licencier de la commanderie m'a permis comment dirais-je, de faire de nouvelles rencontres, etc. Et j'ai rencontré ma femme, en fait, ma femme qui est bulgare. Et moi, d'un naturel très curieux, je suis allé voir la Bulgarie, j'ai voulu comprendre son pays, voir comment il fonctionnait, parce qu'il y a toujours des grandes rumeurs, si tu vois ce que je veux dire, au sujet de la Bulgarie. On imagine toujours que c'est un pays ultra dur, où ça tire tous les jours, etc. J'étais curieux, en fait, d'aller voir. Et en fait, je suis tombé amoureux du pays, en fait, de la Bulgarie. Lorsque je suis arrivé ici, j'ai vite décidé de m'installer. Et il fallait aussi que je continue ce que je faisais, c'est-à-dire les sports de combat, parce que j'aime ça et parce que c'est quelque chose, quand tu l'as en toi, c'est difficile d'arrêter. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur les clubs qu'il y avait sur place. Sauf qu'en fait, il y a que des clubs de lutte ici. Il y a aussi des clubs de MMA, mais très axés lutte, en fait, ici. Rudy, le sport national, c'est clairement la lutte. Et donc, quand j'ai commencé à m'entraîner en MMA, avec les gars sur place, bon, bien évidemment, je voyais pas le jour en lutte, mais par contre, les gars ne voyaient pas le jour en pied-point. Donc, si tu veux, ça a commencé comme ça. Je me suis entraîné avec eux et puis je les ai un petit peu dominés en pied-point. Donc, du coup, ils m'ont demandé de prendre un peu, comment dirais-je, je veux pas dire de devenir leur coach, mais de prendre un peu le lead lors des séquences de pied-point et choses que j'ai faites. Et après, je les ai accompagnés lors des combats et voilà, en gros, ça a commencé comme ça. C'est le début de la BTT. Avant que je déroule un peu justement la BTT, c'est comment la Bulgarie alors? Est-ce que tu peux me Alors, raconter un peu? Parce que moi, dans mon imaginaire, il fait assez froid, c'est un peu austère, voilà, c'est pas l'endroit enfin, rêvé qu'on imagine quoi. Et d'ailleurs, en question subsidiaire, est-ce que la vie est chère là-bas? J'imagine que c'est un peu moins cher qu'ici, mais peut-être pas. tout à fait. Alors, ton imaginaire ne t'a pas trahi pour le coup. C'est un peu hostile au début. En fait, j'ai remarqué quelque chose, c'est que l'être humain, lorsqu'il se déplace, il voit vite les mauvais côtés et du coup se concentre moins sur les bons. Ici, quand tu arrives en Bulgarie au début, alors certes, il fait froid, là tout de suite, je suis en train de te parler, j'ai la vue sur les montagnes, il y a de la neige, etc. En fait, les hivers sont très froids, mais les étés sont très chauds. Nous, on est frontalier avec la Grèce, avec la Turquie, donc Ah tu vois, on a des ouais. étés qui sont... Ouais, moi, en 4 heures, quand je prends ma voiture, en 4 heures de route, je me retrouve à Istanbul, tu vois. C'est pour ça que je suis souvent en Turquie. Je suis vraiment très proche de la Turquie. Donc oui, il fait froid, c'est sûr, d'autant plus que moi, je vis au milieu de la Bulgarie, donc dans les montagnes. Euh, mais vraiment, moi, je vois que des bons côtés à la Bulgarie. En fait, c'est-à-dire que la Bulgarie, au début, c'est choquant. Moi, dans les montagnes où je vis, c'est la France d'il y a 50 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié du village où j'habite, les gens se déplacent en charrette. Ils n'ont pas de voiture. Énorme. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'est choquant. Tu sais, souvent, il y a des combattants qui viennent chez moi, qui veulent discuter, qui veulent me voir, etc. Et quand ils débarquent, en fait, je me retrouve à travers eux parce qu'ils sont choqués en fait. Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai Ilyes Djiroun qui est venu, j'ai Amin Ayoub qui est venu à la maison. Enfin, j'ai pas mal de combattants qui sont venus. Et en fait, c'est rigolo de voir leur réaction parce que c'était la mienne il y a 12 ans, tu vois. Donc, c'est vieux comme pays, c'est très vieux. Pour répondre à ta deuxième question, c'est extrêmement pauvre. C'est officiel, en fait, c'est le pays le plus pauvre d'Europe. Ah ouais, ah merde. Ouais, ouais. Ça c'est. Donc c'est très pauvre, effectivement. Ici, on fabrique encore les maisons en torchis pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, tu vois. Tu sais, bah, c'est les pays où en fait la famille tout entière vit dans la même maison. Tu vois, parfois tu peux retrouver 3 ou 4 couples dans la même maison. Donc ici, vivre pour les Bulgares en Bulgarie, c'est compliqué. Quand tu travailles pour un patron bulgare, pour une société bulgare, c'est compliqué. Maintenant, je te laisse imaginer, Rudy, pour des gens comme nous, qui faisons notre argent à l'international, bah, le fait de vivre ici en Bulgarie te donne une qualité de vie que tu pourras retrouver nulle part ailleurs. Tu sais, comme je dis toujours, l'important n'est pas là où tu vis, l'important est comment tu vis. Et moi, la qualité de vie que j'ai aujourd'hui en Bulgarie, je pourrais la retrouver nulle part ailleurs. Parce qu'en fait, moi, avec mon salaire, si j'habitais à Paris, je serais un Parisien, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, tu vois. Pas quelqu'un de aisé financièrement, pas quelqu'un non plus dans le besoin, mais quelqu'un de tout à fait traditionnel, tu vois. Mais les mêmes conditions font de moi quelqu'un de plutôt aisé ici en Bulgarie, tu vois. Ok, ouais, bah ça t'a donné plutôt envie. Si on se met à la frontière des pays chauds, finalement, on peut être très très bien.
Ah, écoute, moi, j'ai vraiment trouvé mon bonheur, hein, sincèrement. Je suis vraiment très heureux ici. J'ai découvert une autre mentalité. Donc, par rapport à ta question, effectivement, c'est très froid. Les gens sont très particuliers. En fait, attends, les gens sont vrais. Voilà, c'est important de le dire. Les gens sont très vrais. C'est-à-dire qu'en fait, dans un premier temps, il y a personne qui va te sourire parce qu'ils n'ont pas envie de te sourire, tu vois. Ils vont te sourire le jour où tu auras gagné leur confiance, en fait, tu vois. Sauf qu'en France, t'as vu, nous, on a un côté très, très gentil, c'est culturel, tu vois, on sourit à tout le monde. Mais j'ai appris aussi à apprécier la culture de l'Est, tu vois, c'est un peu dur si je dis qu'elle est plus vraie, mais qui est différente. Voilà, on va dire ça, qui est différente. Ouais, en fait, on te montre peut-être plus de vraies émotions, alors Tout que nous, à on fait. peut avoir un sourire un peu de façade. Absolument. C'est exactement ce que je veux dire. Tout à fait. Ouais, je vois bien. Je reviens alors sur la construction de la BTT, donc la Bulgarian Top Team. Donc là, tu t'entraînes avec les clubs de lutte, tu commences à les aider un petit peu en termes de sparring sur le pied-point, tout ça. Mhm. À quel moment tu décides de créer ta salle? Alors, moi, ouais, j'accompagne les gars dont à droite à gauche. À l'époque, il y avait donc l'organisation russe qui s'appelait le M1. Il y a une autre organisation qui maintenant s'appelle l'ACA. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. À Ouais, l'époque, ouais, c'était l'ACB. je suis de loin, donc je vois un peu les différents noms. D'accord. Bah, à l'époque, c'était l'ACB, donc l'Absolute Championship Berkut. Et donc, il y avait plusieurs combattants bulgares qui étaient en contrat là-bas, hein. Rien à voir avec moi. Ça n'est pas moi qui les ai signés là-bas. Et donc, moi, j'ai commencé à les accompagner parce qu'ils m'ont demandé à les accompagner sur les combats. Donc, je suis allé avec eux. Et puis, moi, j'ai les contacts faciles, hein. Je crois que ça s'entend. Je parle assez facilement, tu vois. J'ai pas de gêne à m'exprimer ou à parler de moi. Et donc, en fait, sur place, j'ai commencé à me faire des contacts. J'ai commencé à parler avec les matchmakers, avec les promoteurs, etc., etc. Et j'ai vite compris que moi aussi, je pouvais placer des gars. Et voilà, j'ai essayé de le faire. Et de fil en aiguille, un jour, on a un investisseur anglais qui débarque en Bulgarie avec en projet de faire un événement. Et en fait, dans l'événement, vu qu'il avait un sponsor français, il a voulu mettre des Français sur la carte. Et donc ce jour-là, bah, c'est là où vraiment ça a commencé, hein. Il fait appel à moi pour mettre des Français sur la carte ici en Bulgarie. Et donc le début du début, je fouille un petit peu partout, je regarde qui je pourrais mettre sur la carte, et je tombe sur un profil très intéressant qui s'appelle Mike Merada. Son nom me dit rien. Est-ce que tu peux expliquer un peu son parcours, qui c'était ou Bien qui sûr, c'est? alors Malik Merad en Malik. fait est un combattant lyonnais qui lui a parcouru toutes les organisations, que ce soit le Bellator, toutes les organisations russes. Lui en fait il appartient à cette génération, justement il a le même âge que moi, on a 37 ans. Où tu sais, lui, il était appelé pour combattre dans 3 jours. Tu vois, c'est un combattant à light heavyweight, donc moins de 93 kilos. Et en fait, on l'appelait pour combattre dans 3 jours contre un poids lourd. Tu vois, on lui laissait pas le temps de perdre son poids, etc. Donc c'est quelqu'un qui a été un peu victime toute sa carrière, bah, du fait que pour nous, les combattants français à cette époque-ci, on était appelés un petit peu pour boucher les trous dans les organisations. Tu vois. Et en fait, le fait de l'appeler pour combattre dans un mois et demi, le fait de l'aider sur place avec tout, le fait qu'il ait besoin de rien, il m'a dit franchement, il m'a dit Guillaume, le travail que tu fais là, c'est incroyable. Il m'a dit, tu sais, nous en France, donc je te parle de ça, tac tac tac, en 2015, je crois, il a combattu Malik en Bulgarie. Il faudra vérifier sur Tapologie, c'est simple. Et il me dit, tu sais, nous en France, on a personne qui nous accompagne comme tu l'as fait toi. En fait, nous, en gros, on nous dit tu vas combattre telle date contre telle personne et on doit se débrouiller pour tout pris en charge, le déplacement à notre charge, l'hôtel à notre charge, enfin, tu vois, même jusqu'à la nourriture à notre charge. Et c'est là où il m'a dit, ah, y a personne qui fait ça en France, tu vois. Il m'a dit, tu devrais, je pense, t'occuper de combattants, parce qu'il me disait, les conditions dans lesquelles tu m'as mis moi, je les ai jamais connues jusqu'à présent. Et c'est quelqu'un qui avait déjà à l'époque, je crois, une trentaine de combats. Et donc, il me met vite en relation avec d'autres Lyonnais comme lui. Et dans ces Lyonnais, il y avait Fares Ziam, que Ah oui, j'ai signé je vois. quelques années plus tard à l'UFC. Et dans ces Lyonnais, il y avait aussi Yanis Guémouri, que j'ai signé l'année dernière à l'UFC aussi. Ah ouais, donc ça démarre vraiment, on va dire, d'une opportunité, comme un peu toujours là. Un Américain vient, un investisseur, il veut organiser, et tu C'est ça. regardes, et finalement, tu,
C'est ça, t'as vu, la vie est incroyable, hein. La vie, parfois, les grandes choses débutent avec finalement pas grand-chose, tu vois. C'est juste une petite opportunité. En fait, en gros, je devais juste rendre service ce jour-là. Je devais juste faciliter pour la fight card, pour trouver des combattants français, etc. J'étais rémunéré pour faire ce travail-là. Et en fait, clairement, c'est ce travail-là qui m'a ouvert la voie. C'est ce travail-là qui m'a permis de faire cette rencontre, hein, qui a aussi tout changé, celle de Malik Merad, parce que pour le coup, il m'a aussi permis de travailler avec les petits jeunes que j'ai signés plus tard à l'UFC. Voilà, encore une fois, tu as vu, parfois juste une rencontre, ça peut changer beaucoup de choses. Et qu'est-ce que tu as fait concrètement pour lui pendant son mois et demi? C'est-à-dire que tu lui as trouvé un logement, tu l'emmenais à la salle, qu'est-ce que tu faisais au jour le jour? Ouais, j'y ai programmé son planning d'entraînement du début à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, il avait son programme et son programme lui disait, tu vas tel jour à telle heure à tel endroit, tu vas travailler telle chose. Voilà. Il y allait, il faisait, il rentrait. Et en fait, si tu veux, c'est le début en fait où j'ai commencé à travailler comme ça, où finalement, je souhaite que le combattant n'ait pas de questions à se poser. C'est-à-dire que le combattant, il suit un planning, le combattant, il suit ce qu'on lui dit de faire. Et du coup, on l'allège d'un poids qui est énorme. C'est le poids de s'organiser ses propres entraînements, contacter les coachs, savoir aujourd'hui on s'entraîne quoi, ouais, est-ce que t'es dispo, t'es pas dispo, enfin voilà. J'ai essayé de l'alléger un maximum et ça lui a permis de venir en Bulgarie, de faire une belle prestation. Tiens, d'ailleurs, il remporte la ceinture ce jour-là du SFC, le Spartan Fighting Championship, si je me rappelle bien. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à bosser ensemble. Et ah oui, en plus, c'est une histoire qui est intéressante parce que Malik sortait de pas mal de défaites en plus à ce moment-là, tu vois. Donc il a pris de face la cruauté du sport aussi, c'est-à-dire qu'on l'appelait beaucoup moins pour le faire combattre. Et sans aucune prétention aucune, hein, je pense que j'ai permis de redonner un élan à sa carrière parce qu'on a enchaîné une série de 4 victoires, si ma mémoire est bonne. Et ça m'a permis de le signer à l'ACB, justement, Ah la ouais. grosse organisation russe de l'époque, hein. Et est-ce que par la suite, alors, tu montes ta propre structure, je veux dire physiquement? Et est-ce que tu as une salle, un endroit justement pour la Ouais, ouais, Bulgarian Top Team? tout à fait, tout à fait. En fait, le fait de commencer à signer des combattants à droite à gauche dans les organisations, ah, tu vois, je me suis dit, tant qu'à faire, autant garder le contrôle de ce qui se passe, de la façon dont ils se préparent, etc., etc. Bon, là, je parle des combattants locaux ici, des combattants bulgares. Donc, j'ai créé ma salle, effectivement, ici. Ça me permettait de savoir qui entraîne les athlètes, comment ils s'entraînent, leur fréquence d'entraînement. Ça me permettait de gérer beaucoup plus de choses parce que, tu sais, le fait de manager ici en Bulgarie des combattants qui sont français, euh, j'ai le contrôle total sur la gestion sportive de leur carrière, mais en vrai, moi, hormis nos conversations, je ne sais pas ce qu'ils font, hein, tous les jours, tu vois, donc je leur fais confiance. Mais tu te rends compte rapidement, et si j'habitais en France, c'est ce que je ferais, j'ouvrirais une structure, ça te permet d'avoir le contrôle total en fait des combattants. Quand je parle de contrôle total, attention, je parle d'avoir un œil sur ce qu'ils font en fait, de savoir où ils s'entraînent, comment ils s'entraînent, l'intensité avec laquelle ils s'entraînent. Ça permet de tout gérer en fait, tu vois. Et elle ressemble à quoi cette Bulgarian Top Team, cette salle? Parce que en France, maintenant, il y a de plus en plus de salles qui ouvrent. On a l'impression que c'est comme des salles, tu sais, comme des super salles de muscu, mais orientées MMA, un peu comme on voit dans les, je veux dire en exagérant un petit peu les vidéos, les embeds de l'UFC. Est-ce que Bah, ça, est-ce que ça ressemble à ça? alors regarde, nous en fait, comment dirais-je, je me suis pris un petit peu d'amitié avec quelqu'un qui a une très grosse réputation ici en Bulgarie, euh, réputation un petit peu mafieuse, j'ai envie de te dire. Donc en gros, c'est un investisseur, tu vois. C'est un gros investisseur qui a de l'argent et qui a créé une grosse salle qui à l'époque s'appelait Lonsdale. Lonsdale, en fait, tu vois la grosse marque Bien sûr. Lonsdale. Donc en fait, il a ouvert cette grosse structure et en fait, je me suis dit pourquoi est-ce que moi-même je vais ouvrir une structure et que je vais lui être concurrent alors qu'en fait on peut travailler ensemble. Donc en fait moi clairement je lui emprunte ses locaux en fait, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait mon équipe s'entraîne dans ses locaux à lui. C'est une salle qui est énorme. Si tu suis les camps d'entraînement que nous faisons en Bulgarie, les détections d'amateurs, etc., c'est là où tout se passe. C'est là où les vidéos de NoSense ou de Gong ont été faites. Et bon, c'est une salle qui est énorme, hein. Elle est plus grande que la salle de Venom à Rungis. Ah ouais, donc c'est vraiment énorme, énorme alors. Ouais, 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 c'est une très très grosse structure.
On a tout ce qu'il faut. Vraiment, pour être très honnête avec toi, on n'a pas du tout de retard sur les sports de combat ici en Bulgarie, quoi. Et comment il s'organise alors ce métier d'agent? Parce que je te vois être assez actif sur les réseaux. Ah ah. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de dérives, dans le sens où il y en a qui sont agents, a priori qui payent pas vraiment leurs combattants, ou voilà, bref, on va peut-être y revenir. Comment ça se, ouais, comment ça s'organise? Est-ce que, bah, déjà, j'imagine, il y a un contrat. Ensuite, j'imagine, il y a une histoire de pourcentage. Mhm. Est-ce que ça, c'est fixe? Est-ce que ça dépend de l'athlète? Ça dépend où est-ce qu'il signe? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu les dessous, la Bien réalité? sûr. Bah, en fait, tu me demandais comment ça se passe parce qu'on voit que parfois il y a des problèmes de paiement, etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, notre métier à nous n'est régi par aucune législation, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun diplôme d'agent. C'est-à-dire que toi, demain, Rudy, si tu souhaites, tu deviens même pas demain, hein, dans 1 heure, si tu veux, tu es agent de combattant. Bah, merci de la proposition d'embauche. Non, mais tu vois quand même ce que je te dis, c'est incroyable, hein. T'imagines, dans 1 heure, si tu le souhaites, tu es agent. Tu fais un petit peu comme font ces agents là. Moi, ça me fait. Bon, je veux pas être arrogant, hein, mais je trouve ça un peu rigolo, tu vois, quand j'ouvre une page Instagram et que je vois, c'est comme si moi je m'appelais Guillaume Pelletier, manager. Tu sais, bah, tu peux faire pareil demain si tu le souhaites. Rudy Koya, manager. Tu vois, ça fait très bien, ça en jette sur les réseaux, mais encore une fois, ça amène sur le circuit un nouveau manager qui potentiellement peut gérer des athlètes sans avoir aucune expérience. Et le fait d'avoir aucune expérience fait que tu peux malheureusement faire des choses un peu farfelues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des nouveaux managers qui débarquent, qui prennent leur oseille et qui oublient de payer les combattants. Ça arrive. On a d'autres managers qui pratiquent des taux, alors dans les deux sens, soit qui sont exorbitants, et du coup, clairement, c'est du racket envers les combattants, ou alors écoute bien, parce qu'aujourd'hui, en ce moment, il y a une nouvelle vague de managers qui débarquent, qui font du mal quand même, enfin, qui créent le trouble dans le milieu. C'est quoi? C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai des combattants à l'UFC. Je pratique un certain taux avec eux. Et en fait, il y a un manager qui peut débarquer et qui va commencer à discuter avec mon combattant, ce qui est sur le plan de la morale déjà totalement interdit, et lui dire, regarde, moi, je vais faire le même travail que Guillaume, mais tu sais quoi, je vais le faire gratuitement. Je te prends 0 € pour faire le même travail que Guillaume. Et en fait, si tu veux, le combattant, malgré tout, il va se dire, ah, je vais quand même glisser une oreille, savoir ce qu'il peut me proposer, parce que c'est quand même intéressant. Sauf qu'en fait, le manager, lui, aujourd'hui, fait ça pour avoir une vitrine. En fait, il veut débaucher des fighters de l'UFC, histoire de se fabriquer une vitrine et de dire, bah, tenez les gars, vous voyez, moi j'ai des combattants à l'UFC, j'ai un tel, j'ai un tel. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de dérives dues au fait que, bah, tu as vu, on n'a pas le guide du management pour les nuls, tu vois, ça n'existe pas, tu vois. On a aucune règle, on n'a aucune loi qui nous régit et par conséquent, il se passe ce genre de choses, tu vois. Ouais, Et je vois, c'est pas comme en foot où, bah, comme tu connais un peu le foot, ouais. maintenant c'est vraiment, il y a vraiment des règles pour être agent, quoi. Et tu peux pas être Alors tu agent vois, comme ça. alors le foot justement, c'est aussi vachement gangréné, tu vois, parce que bah, comme tu le sais maintenant, moi je l'ai vécu de l'intérieur. J'ai vraiment eu une complicité très très forte avec certains joueurs de l'OM. Donc il y a des histoires que je peux pas raconter, mais tu vois, il y a d'autres dérives dans le football, c'est-à-dire que les agents, eux, sont assermentés, ils ont une licence, donc jusqu'à présent c'est très bien. Mais aujourd'hui, en fait, les agents dans le football, pour la majorité, ça n'est que des prête-noms. En fait, ce sont d'autres personnes, clairement, qui gèrent la carrière des footeux. C'est souvent quelqu'un de la famille, un cousin, un oncle ou même un parent, tu vois. Et en fait, étant donné qu'ils ne peuvent pas exercer parce qu'ils n'ont pas de licence, ils se servent d'un agent, tu vois, qui lui a sa licence. Ils vont lui donner un billet pour faire juste l'intermédiaire, tu vois. Tu vois, il y a d'autres dérives dans le football aujourd'hui, malheureusement, tu vois. Donc voilà, mais pour revenir sur notre sujet, nous, en ce moment, le sujet principal, c'est celui-ci. C'est comment peut-on faire pour créer des règles, en fait, des règles de bonne conduite dans le MMA pour éviter certaines dérives, effectivement, quoi, tu vois. Parce que tu parlais de taux tout à l'heure. Le taux traditionnel pour un manager qui manage un combattant à haut niveau, c'est 10%.
C'est-à-dire qu'en fait, tu prélèves 10% du salaire brut du combattant. Voilà, ça, c'est le taux normal qui est pratiqué. Et Mais comme je t'ai dit, pardon, excuse-moi, pour X ou Y raison, bah, tu as des managers qui pratiquent des taux différents, tu vois. Parfois, c'est du 20%, parfois, c'est du 0% pour les raisons que je t'ai expliquées. C'est comme le fromage allégé, quoi, tu vois. Tu pratiques le 0%, quoi. ah, celui qui a pas de goût, quoi. Et ouais, bah, c'est tout à fait ça. C'est du yaourt nature, en fait, tu vois. Euh, Ça coûte pas cher, mais il se passera pas grand-chose au niveau de tes papilles, quoi. ouais. C'est une belle comparaison. Et alors, tout à l'heure, tu disais, bah, quand Malik était venu, voilà, tu avais organisé bah, ses entraînements, tout ça. Donc ça, j'imagine, c'est une partie du travail d'agent, mais ton autre partie, c'est de les placer dans des organisations. Ouais. Et on voit que placer, c'est peut-être pas le mot, mais voilà, les mettre en relation et arriver à les faire combattre dans des grosses organisations. On voit qu'aujourd'hui, tu arrives à faire combattre à l'UFC. Mhm. Euh, Tu disais tout à l'heure que quand tu étais en Bulgarie, tu accompagnais les gars, tout ça, voilà, tu avais le contact facile, ce qu'on entend aussi. Euh, Comment tu fais, par exemple, pour arriver à avoir des contacts à l'UFC et à placer. Est-ce qu'il suffit d'une personne qui marche bien et ensuite les portes s'ouvrent ou c'est différent? Alors, ta remarque, elle est excellente pour une personne qui marche bien. Maintenant, moi, j'ai eu un parcours qui était un petit peu différent. Moi, clairement, c'est un ami qui m'a donné un tuyau un jour. C'est-à-dire que bon, j'avais déjà une base solide de combattants. Je crois qu'à l'époque, j'avais une trentaine de combattants. Et en fait, il y avait un événement qui devait avoir lieu à Abu Dhabi. C'était l'UFC Khabib contre Poirier, si ma mémoire est bonne. Donc, tu vois, ma vie, elle est souvent, euh, elle est souvent provoquée par celle de Poirier, si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, ce jour-là, donc en fait, ce qui était le matchmaker à l'époque du Brave, donc si tu vois, c'est une organisation qui est au Bahreïn, le Brave. En fait, le matchmaker m'appelle et il me dit, Guillaume, je crois qu'il y a un spot qui est disponible à 70 kilos contre Don Madge. Et il me dit, je suis pas sûr, mais il m'a dit, tu devrais checker. Alors moi, à l'époque, j'avais déjà le contact des matchmakers de l'UFC, mais je vais être très honnête avec toi, t'as vu, on va pas faire de langue de bois. J'avais aucune réponse de leur part, hein. Ils ne me répondaient même pas, hein, tu vois. J'avais envoyé deux, trois mails, ça répondait même pas à l'époque. Et donc il m'explique qu'il y a peut-être une opportunité. On était à 2 semaines de l'événement, il y a peut-être une opportunité à 70 kilos contre un combattant. Et bah pareil, je retente un coup. En fait, j'envoie un mail, je leur dis écoutez, j'ai cru comprendre qu'il y a un combat qui avait sauté à 70 kilos. Ne l'annulez pas, moi j'ai un remplaçant. Il s'appelle Fares Diam. J'avais Fares qui était déjà en préparation pour un autre combat, tu vois. Donc j'allais pas envoyer un combattant qui était pas prêt. Fares était en train de se préparer et je me suis dit bah vas-y, je tente le coup. J'envoie le mail et là, Rudy, incroyable, 1 heure après, j'ai la proposition de combat. Le mec me répond, ah ouais, il me répond, ok, très bien. Donc, comme ils font habituellement, il m'envoie la date, le lieu, l'adversaire, et donc il me fait une proposition en bonne et due forme, quoi. Et là, dans ma vie, des émotions telles, j'en ai pas vécu énormément, hormis la naissance de mes enfants, j'ai envie de te dire. Hormis ça, l'émotion que m'a procuré ce mail ce jour-là, c'était incroyable parce que j'ai su que c'était le début de quelque chose qui allait être plus grand par la suite. En fait, l'UFC, ce qui est très dur, c'est d'ouvrir la porte, tu vois, c'est de commencer à collaborer. Regarde aujourd'hui, Rudy, on est combien de managers français à travailler avec l'UFC? On est très très peu. On est deux en fait. Ouais, c'est énorme. Et d'ailleurs, alors quand donc Fares va faire le combat, tout ça, donc toi, tu l'accompagnes aussi sur place? Ouais, 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 Fares me demande de l'accompagner, je l'accompagne. Il vient d'ailleurs en Bulgarie chez moi pour finir sa préparation et on part de chez moi directement à Abu Dhabi pour le combat. Et voilà, ouais, je l'accompagne pour ce combat. Euh, Avec du recul, je vais être très honnête avec toi, on est parti avec des armes trop limitées. C'est-à-dire qu'on avait un Faresiam à l'époque, je crois, qui avait 21 ans, au moment où je le signe à l'UFC, qui était trop jeune, qui était trop sur le coup des émotions, sous le coup des émotions. Mais tu sais, parfois, encore une fois, il y a des offres que tu peux pas refuser dans la vie. C'est-à-dire que si je dis non ce jour-là pour Fares, peut-être qu'il fait son autre combat et que pour X ou Y raison, il le perd. Et du coup, la chance de rentrer à l'UFC derrière, elle est complètement terminée, tu vois. Donc, on y est allé avec moi, avec son coach à l'époque de pied-point qui était Fouad Esbiri, qui avait pareil très peu, bah, qui avait une très grande expérience au haut niveau en pied-point, mais en MMA qu'on n'avait aucune, tu vois.
qui avaient aucune expérience pour se retrouver dans un camp de MMA aussi important, dans un coin, pardon, aussi important. Et tout comme moi, bah, finalement, qui avait aucune expérience du très haut niveau à l'instant T. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouvait, on était une équipe de 4 personnes, donc 3 corners et un combattant, dont aucun des 4 n'avait été à l'UFC auparavant. Tu vois, on était tous des bleus, en fait, quand on est arrivé à l'UFC. Et je pense que c'est aussi ce qui a provoqué malheureusement la défaite de Fares. Bon, il perd à la décision dans un combat vraiment catastrophique, c'est-à-dire que le combattant en face a refusé de striker avec Fares et il lui a fait des câlins pendant 3 fois 5 minutes, tu vois, et on perd à la décision dans un combat dans lequel il y a eu très peu d'échanges de coups. Mais voilà, la physionomie de ma première rencontre avec l'UFC, ça ressemblait à ça. Et est-ce que, en dehors du combat, tout ce qu'il y avait autour, c'était grandiose, comme on peut l'imaginer? Effectivement, tu sais, c'était un événement à Abu Dhabi. Il me semble, il faudrait vérifier, il me semble même que c'était le premier événement que l'UFC organisait à Abu Dhabi. C'était Khabib, donc très 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 attendu à Abu Dhabi. Ouais, c'était énorme, c'était exceptionnel, on va pas se mentir, c'était quelque chose de grandiose. Et, et le fait que ce soit quelque chose de grandiose a très certainement, pour être honnête, hein, joué à tous sur notre façon de se comporter. Et ça a dû nous paraître très grand, tu vois, je pense. Je pense que ça nous a paru très grand. Moi, aujourd'hui, quand je vais dans un coin à l'UFC, j'ai plus aucune émotion, tu vois. Aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait normal, tu vois. On y va relax, détendu, on fait notre travail à 100%. Mais à l'époque, ça a dû jouer un peu sur nous et on a dû être concentré qu'à 50%, j'imagine, tu vois. C'est comme si toi, demain, Rudy, bah, tu te retrouves à faire Mister Olympia, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je me mets devant tout le monde direct. Voilà, mais Je tu les vois laisse ce dans que je veux te l'ombre. Je dire. les pousse dans l'ombre. Ouais, mais tu vois, Rudy, tu vas regarder un peu l'estrade, tu vas regarder tes concurrents, enfin, tu vas faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Mais comme tu es là pour la première fois et que toi-même, dans ton inconscient, tu te demandes ce que tu fais là, bah, du coup, tu vas être moyennement concentré sur la performance. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas aller faire un peu de. Tu vas tester des choses, quoi, pour te C'est mettre ça, en avant. c'est Bien sûr. ça. Euh, quand tu as un athlète en tant qu'agent, est-ce qu'il vient forcément s'entraîner en Bulgarie ou il peut s'entraîner ailleurs? Tu vois, je me demande jusqu'où s'étend ton rôle d'agent, en fait, à part trouver des combats. Est-ce qu'à chaque fois, ils viennent à la Bulgarian Top Team? Est-ce que c'est toi, en accord évidemment avec la personne qui choisit les coachs qui l'accompagnent ou est-ce qu'il y a peut-être plusieurs façons de faire? Alors, moi, en fait, je sépare bien les deux rôles, manager et combattant. C'est-à-dire que moi, je gère la carrière sportive du combattant. C'est mon rôle, c'est mon travail. C'est-à-dire que moi, je prends la responsabilité de là où on signe, de contre qui on va combattre et pour les conditions salariales, etc. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de prendre la responsabilité de ça fait que tu pourras me pointer du doigt si le combat était un mauvais combat. Si c'était un mauvais match-up, à la fin, on se rend compte qu'on n'aurait pas dû l'accepter. Je suis la personne que tu peux pointer du doigt et je suis d'accord pour endosser cette responsabilité parce que c'est un rôle que j'aime, le fait de prendre le lead sur la carrière sportive du combattant. Maintenant, le côté training, non, 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 aucun combattant n'est obligé de venir s'entraîner en Bulgarie, tu vois, il y en a même beaucoup, hein, il y a des gars avec lesquels je travaille depuis 5, 6 ans qui ne sont jamais venus ici en Bulgarie, je pense à Ibrahim Mané, par exemple, qui performe, qui fait ses combats, qui gagne ses combats et qui n'est jamais venu ici en Bulgarie, mais la majorité d'entre eux, c'est vrai, aiment venir. Ici, on a un vrai confort, on a de belles infrastructures, on a beaucoup de sparring partenaires. Et voilà, j'organise 1 fois ou 2 fois par an, j'organise des camps d'entraînement. Et c'est le moment, en fait, pour réunir un petit peu l'équipe aussi, tu vois. Ça permet de se voir, parce que moi, je suis très rarement en France. Donc, ça permet de passer aussi du temps ensemble. Et il y a beaucoup de combattants de la team qui jouent le jeu et qui viennent. Mais finalement, il y a rien d'obligatoire, tu vois. Mais, bah, tu vois, Benoît Saint-Denis, pour son prochain combat, là, Benoît m'a demandé s'il pouvait venir pour le mois de février en Bulgarie, tu vois. Donc, souvent, c'est à la demande des combattants, quoi. Justement, tiens, en parlant de camp, bah, j'ai vu que ton dernier camp était, était complet. Mais comment ça marche en fait? Parce que je vois que tu organises un camp, il y avait 20 ou 25 places de mémoire, tu vas me corriger. Voilà, fallait entre guillemets postuler. Donc c'est-à-dire que tout le monde est pas pris, mais et puis j'ai vu que c'était pas cher en fait aussi. Alors, Je regarde. me suis dit, putain, Ça, ça coûte rien. c'est vrai. Alors ça, tu vois, c'est séparé en 2 parties. Ça, ce sont les camps amateurs. Ok. Les camps amateurs, en fait, nous ont permis
de découvrir de belles pépites. Ça fait 3 ans que l'on fait ça et on a découvert 3 belles pépites. On a Hugo Guillon qui est aujourd'hui à 5-1, qui combat à Arès. On l'a pris à 0-0 en amateur. On a aujourd'hui Alexandra Tekena, si ça te dit quelque chose, qui est aujourd'hui à 4-1, combattante de Arès aussi. Et on a Brandon Brachet, qui est à 5-1 aussi, repéré lors des camps amateurs. En fait, c'est-à-dire que on fait un espèce de Ultimate Fighter. Est-ce que tu vois ce que c'est la télé-réalité Je vois bien l'émission, mais alors quels sont les 2 combattants professionnels qui encadrent? C'est exactement ça. Et donc, en fait, grâce à ça, tous les ans, on sort 1 ou 2 combattants amateurs que l'on fait passer au niveau professionnel. Donc ça, c'est vraiment ce que je vais faire au mois de février. En fait, je t'explique. Étant donné que Benoît souhaitait venir faire une partie de son camp en Bulgarie, donc il fallait que je sois moi à Sofia et que je m'occupe de lui tout le mois de février sur place. Donc du coup, je me suis dit, bah, quitte à bosser comme un acharné, ben, autant faire venir aussi des amateurs. Donc, du coup, en parallèle de Benoît, je fais un camp amateur, tu vois. Mais il faut bien dissocier les deux. Le camp pro n'a rien à voir avec le camp amateur. Et, euh, et voilà, c'est ça qu'on prépare pour le mois de février. Donc, du 12 au 18 février, ce sera la semaine réservée aux amateurs, avec beaucoup de surprises. Cette année, on a beaucoup de partenaires qui nous accompagnent et par conséquent, on peut faire les choses en grand. Donc le dernier jour, en fait, on organise comme un événement de MMA, hein, c'est-à-dire qu'on réserve une salle, on réserve une cage, on fait un événement de MMA en fait, et on signe l'amateur qui nous a le plus impressionné, quoi. Ok, un peu Et comme ça, le contender de Dana White, quoi. tout à fait, c'est exactement ça, c'est ce qu'on fait. Et tu vois, c'est incroyable parce qu'à la base, on voulait faire que 20 personnes, parce que étant donné qu'en parallèle, j'ai le camp de Benoît Saint-Denis qui me prend quand même beaucoup d'énergie, mais en fait, on a laissé les inscriptions ouvertes trop longtemps. Et en fait, il y a 50 personnes qui ont payé leurs inscriptions, tu vois. Oui, mais Donc, justement, je te disais, c'est pas, enfin, de ce que j'ai vu, c'était pas si cher, tu vois, pour une expérience comme ça. Je me dis, ouais, ouais, ouais. En donc, fait, je pense est-ce qu'on que est. tu peux rappeler combien c'est, mais c'est pas. Alors, c'est 250 Ah euros ouais, par semaine. non, c'est Et donné. bah ouais, avec la qualité du coaching, tu sais, on a Daniel Voirin qui est avec nous, qui est le head coach de Benoît Saint-Denis. Donc, c'est lui qui va donner les cours de MMA aux amateurs. On a Nick Stanchev qui est là, c'est une pointure. En fait, lui, c'est le coach de l'équipe nationale olympique de lutte bulgare. Donc, tu vois, en termes de lutte en Europe, c'est compliqué de trouver mieux. Au sol, pareil, on a une pointure. Enfin, tu vois, quand tu prends la qualité des trainings au sein de la BTT, aujourd'hui, on est vraiment une structure bah, qui est réputée en Europe pour notre travail. Et aussi, on t'offre la chance, pourquoi pas, si tu te démarques des autres, de prendre un contrat de management à la BTT et de passer professionnel, tu vois. Donc, pour tout ça, le prix que l'on propose, clairement, est minime. Parce qu'en fait, le but, c'est pas, il est pas de faire de l'argent, en fait, pendant les camps. Le but, il est de repérer les pépites de demain, quoi. Ah ouais, mais quand j'ai vu le prix, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y Ah, a une faute de frappe ou, tu vois, c'est incroyable parce que pour moi, ce prix-là, 250 euros, c'est ouais, pour, ouais, ouais. pour être à la Bulgarian Top Team et tout entraîné comme un fou. Et puis, comme tu C'est dis, le ça, deux coach et tout. entraînements par jour. Ah, tu te Ouais, dis, c'est ouais. rien, c'est donné, tu vois, tu ferais ça en France, c'est impossible, 250 euros. Franchement, c'est, Ouais, non, ce serait impossible parce que déjà, tu sais, Rudy, pendant une semaine, il faudrait privatiser une salle dans laquelle on peut mettre 50 personnes. Rien que le prix de la salle, déjà, fait qu'on ne pourrait ah pas ben, pratiquer ce serait plus cher à la journée déjà, rien que de louer la salle. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ah ouais, c'est énorme. Ah ouais, et donc, là, en tant qu'agent, est-ce que tu t'es fixé toi-même une limite en termes de nombre d'athlètes que tu peux aider? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la BTT, je ne suis plus tout seul, hein, et vraiment, je mets un point d'honneur à en parler. Euh, il y a 3 ans, j'ai pris le risque de faire confiance et de mettre le pied à l'étrier à plusieurs personnes. C'est une prise de risque énorme parce que potentiellement, j'ai formé des nouveaux concurrents, tu vois. Mais pour l'instant, ça fonctionne extrêmement bien. Il y a un des employés, si je peux l'appeler, de la BTT qui a rentré une combattante à l'UFC, Nora Cornol. Donc, la personne dont je parle, c'est JB. Donc, ça fait 3 ans maintenant qu'il est avec moi. Et on a aussi 2 autres agents que nous sommes en train de former. Donc là, aujourd'hui, dans l'effectif, on a 50 combattants. Je pense qu'à 4, c'est correct. En fait, aujourd'hui, moi, j'ai vraiment envie de me démarquer des autres par la qualité de l'équipe. Parce que tu sais, si je voulais, Rudy, je pourrais avoir 1000 combattants en contrat. Tu sais, je pense que tu te doutes qu'aujourd'hui, je reçois des messages tous les jours sur Insta, sur WhatsApp, pour collaborer avec des nouveaux combattants, tu vois. Et d'ailleurs, parfois, des gars qui sont des vrais noms dans le MMA, tu vois.
Mais en fait, le but n'est pas d'avoir une présence énorme sur toutes les organisations. Le but, c'est vraiment de faire du qualitatif. Le but, c'est d'envoyer un message au monde du MMA. euh, Quand tu vas affronter un gars de la BTT, clairement, c'est chaud. Tu vois, c'est ça, c'est le message qu'on veut envoyer, en fait, tu vois. T'es assez impliqué justement, tout à l'heure on en parlait, enfin, surtout ces dernières semaines de ce que je peux voir, sur les facteurs qui sont pas payés, qui n'ont pas touché l'argent qu'ils auraient dû avec leur agent, tout ça. Euh, et de ce que je comprends de loin, tu te mets un peu, pas en porte-parole, mais tu essayes de mener le mouvement pour que les combattants soient payés, tout ça. Ouais. Comment ça... Là, j'imagine que des combattants t'ont contacté par rapport à ça, mais est-ce qu'il y a un espoir qu'ils aient gain de cause? Tu vois, est-ce que tu peux Oui. porter plainte quelque part? Est-ce que... Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le combat que je mène, il n'est pas contre un agent, il est contre un promoteur. En fait, il y a un promoteur Ah, français dont on va se taire le nom, qui n'a pas rémunéré beaucoup de combattants. D'accord? Moi, comme je l'ai toujours dit, c'est un combat noble que je vais toujours mener. Il faudra toujours compter sur moi, peu importe les conséquences. Parce que oui, tu te doutes bien que le fait aujourd'hui de me battre contre un promoteur pour le paiement des combattants m'apporte aussi beaucoup de problèmes. Tu vois, ça me met, comment dirais-je, un viseur sur la tête. Clairement, je deviens une cible pour beaucoup de personnes et notamment pour ce promoteur qui ne se prive pas de faire des pieds et des mains contre moi, tu vois. Mais il faudra toujours compter sur ma présence pour se battre dans ce genre de bataille. J'ai eu des combattants qui n'ont, enfin, on a tenté de ne pas les payer. Je te parle de ça il y a des années, hein. Et sur toute la fight card, les combattants de la BTT à la fin sont les seuls qui ont été payés. Parce que tu sais, aujourd'hui, on peut utiliser des moyens de pression qui sont énormes. Il y a, bah, regarde, là, on est en train d'en parler, toi et moi. Il y a les médias, hein. Les médias, c'est un moyen de pression énorme. Si aujourd'hui, je décide avec toi de dire le nom de l'organisation, le nom de la personne, etc., c'est un moyen de pression énorme. Il y a aujourd'hui les combattants qui, eux, aujourd'hui, peuvent utiliser les réseaux aussi pour mettre la pression sur le promoteur. Et aujourd'hui, on a aussi les avocats. Si ça ne suffit pas, on a aussi les avocats parce que les combattants ont signé des contrats, tu vois. Il faut arrêter de penser qu'en fait, les combattants sont des pions à utiliser et qu'on peut en faire ce qu'on veut. Non, on peut pas en faire ce qu'on veut. C'est un échange de bons procédés. Tu rémunères le combattant pour faire une prestation. Le combattant t'a fait la prestation, tu dois le rémunérer, point barre, c'est ce que dit le contrat, donc fais-le et tais-toi en fait. Arrête de chercher des excuses, arrête d'en fumer les gens et remplis ta partie du contrat, quoi. Aujourd'hui, je fais en sorte que ce soit fait et crois-moi, hein, Rudy, la totalité des combattants seront payés, tu peux me faire confiance. mais j'en viens à l'actualité un peu fraîche, qui est aussi fraîche que celle-ci d'ailleurs, hein. Euh, Benoît Saint-Denis qui signe contre Dustin Poirier. Ouais, Ouais, quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit, putain, mais c'est incroyable. ouais. Parce que, pour donner les chiffres, Benoît était quoi, tes spot 12, quelque chose comme ça. Et, C'est ça, et, 12e. et donc, il prend Dustin Poirier qui est troisième. Trois. Ouais, ouais. Donc, c'est assez énorme. Comment ça, tu vois, comment ça s'organise en coulisses, entre guillemets, pour que on te propose le spot, Dustin Poirier? Ou c'est toi qui demande Dustin Poirier? Comment ça s'organise? Bah, pour être très honnête avec toi, si j'avais attendu l'UFC, je pense pas qu'à un moment on me propose ce spot. Pour être très honnête, c'était trop. La marche était trop importante entre la 12 et la troisième place. Donc il a fallu négocier. En fait, il a fallu donner des arguments. Il a fallu expliquer pourquoi, d'après moi, c'était le combat à faire, que tout le monde pouvait y gagner de ce combat, tu vois. Et voilà, ça a été pas forcément long du côté de l'UFC, parce que l'UFC adore Benoît, hein. L'UFC adore Benoît. Ils sont vraiment fans de Benoît et à juste titre, hein. T'as vu, c'est quelqu'un qui fait le travail, c'est quelqu'un qui ne refuse aucun combat, c'est quelqu'un qui est impressionnant dans et en dehors de la cage. Donc du côté de l'UFC, c'était OK, quoi, tu vois. Ça n'a pas été très long. Du côté de Poirier, ça a été un peu plus compliqué parce que, à juste titre, hein, lui se posait la question de, bah, en fait, pourquoi est-ce qu'il devait affronter quelqu'un d'aussi loin dans le classement, quoi. Bah ouais, qu'est-ce qu'il y gagne, lui, selon toi, s'il gagne, tu vois, et c'est pas dit qu'il gagne, hein. Donc, tu vois, s'il bat Benoît, qu'est-ce qu'il gagne, en fait? Bah, moi, si j'avais été le manager de Poirier, j'aurais refusé ce combat. Si l'UFC, je sens qu'il nous oblige à le faire, j'aurais demandé des garanties. Donc moi, je peux pas te dire ce qu'il y gagne, je peux te dire ce que moi j'aurais négocié, tu vois. Clairement, si j'aurais dit à l'UFC, écoutez, votre Saint-Denis là, Saint-Denis, on veut pas le prendre.
Maintenant, ok les gars, si votre future petite star, là, vous nous obligez à la prendre, il n'y a pas de problème. Par contre, on a quoi à gagner en échange? Nous, ce qu'on veut, c'est soit une garantie de refaire la ceinture BMF contre Gaethje, ou soit la garantie d'aller chercher Islam Makhachev juste derrière. Parce qu'en fait, si on prend Saint-Denis juste pour prendre Saint-Denis, ça sert à quoi? On est troisième. Si on le bat, on va pas avancer dans le classement. Donc en fait, on va faire du surplace et on prend un gros risque. Tu vois, c'est ça que j'aurais dit en fait. Je veux des garanties. Soit de très grosses, énormes garanties financières, soit des garanties sportives. C'est ce que j'aurais demandé, quoi. Ouais, en tout cas, ça va être un sacré combat, hein. Franchement, moi, je suis, comme on dit, assez hypé par ce combat-là. On voit que Benoît bah, monte de combat en combat. Moi, j'écoute pas mal de podcasts aussi de MMA, donc a priori, il y a plein de choses où il a progressé qu'il n'a pas encore pu montrer, parce que ça se finit trop vite. Donc, donc ouais, parce que c'est quand même un super fight. Je pense que beaucoup attendent. Et si Benoît passe le step, là, c'est vraiment incroyable, quoi. J'ai eu sur le podcast Wendy Coily, alors je sais pas si tu connais, mais qui a été en équipe de France de grappling et D'accord. qui forme les forces un peu opérationnelles en France en termes de grappling. Ouais. Pour essayer de moins blesser les gens. Bref, ce sera sorti au moment où ton épisode sort. Et qui avait justement formé en partie la femme de Benoît, et donc à qui j'ai demandé son pronostic. Et lui, il voit vraiment un KO de Benoît, quoi. Il dit franchement, il pense pas que ça tienne, ça tienne tous les rounds, quoi. Est-ce que toi, t'es aussi confiant? Alors, pour être très honnête, tu vois, là depuis le début de l'annonce du combat, j'ai montré énormément de confiance parce que ça fait partie du jeu, tu vois, il fallait vendre le combat, tu vois. Maintenant, on va prendre un pas de recul et on va être honnête. C'est un combat énorme. C'est un combat énorme. Il faut pas sous-estimer Poirier, qui est un combattant bah, c'est une star, hein, tout simplement, c'est une légende de l'UFC. C'est un gars qui a passé toute sa carrière à affronter les meilleurs. Donc, en fait, ce genre de combat, lui, est habitué, tu vois. Sauf que nous ne le sommes pas, tu vois. Donc il faut quand même rester très humble et très modeste. On sait qu'on va affronter une superstar. On y va pour le déchirer, ça par contre, ça fait aucun doute, hein. On n'y va pas pour faire une bonne prestation, on y va pour le gagner, pour y marcher dessus, tu vois. Maintenant, de là à dire Benoît va le mettre KO, Benoît va faire ci, Benoît va faire ça, il va falloir être prêt à tout, parce que ça peut partir dans tous les sens, ce combat, ça peut rester debout, ça peut aller au sol. Mais voilà, il faut y aller avec beaucoup d'humilité, avec le sentiment de on y va clairement pour le battre. On y va clairement. Tu sais, faut pas cacher nos ambitions. Il y a pas d'autre objectif que celui de le battre. C'est clairement l'objectif. Mais mais j'aurais pas la prétention de dire, bah écoute, moi je te dis KO première reprise. Ça, tu vois, je pourrais pas. Ce serait manquer de respect à Poirier, à la carrière qu'il a eue et au gros nom qu'il a pu battre durant cette carrière incroyable, quoi. C'est quoi la suite pour toi? Est-ce que tu as des ambitions vraiment de faire grossir la BTT? Je sais pas, demain d'être 18 agents et donc que chacun en ait 12, donc 12 athlètes. Est-ce que c'est ça l'avenir pour toi? C'est ça que tu vises? Ouais, ouais, sincèrement, je me suis découvert avec mon métier une autre passion, c'est celle de transmettre. Franchement, j'adore ça. Et en fait, j'aime tellement mon métier que j'ai pas envie de convaincre, hein, mais je veux montrer aux autres que c'est un métier noble et que on est d'utilisation, on est de, comment dirais-je, en fait, notre métier est tellement important pour la carrière du combattant que parfois notre rôle est un peu sous-estimé, tu vois. Et en fait, j'aimerais que les gens se rendent compte à quel point euh, on est indispensable à l'écosystème du MMA, tu vois. Et aujourd'hui, moi, je prends plaisir à former d'autres managers qui commencent vraiment à faire du bon boulot. Et je me suis découvert une passion là-dedans. Donc clairement, si tu me dis que dans 2 ans, on aura 2 fois plus de managers à la BTT et 2 fois plus de combattants à l'UFC, bah, je te dis, envoie, hein, on signe tout de suite, hein. Je te demande où est-ce qu'on signe, hein. Et j'arrive au bout de mes questions. Guillaume, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder? Non, non, je pense qu'on a fait un joli tour. On a fait un joli tour de voilà, de comment ça commence, de comment ça continue, de comment on en arrive là. Et non, non, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, bah, moi je suis assez content parce que je voulais justement en savoir plus sur toi, ton parcours, tout ça. Parce que souvent je te vois intervenir, mais car moi je trouve ça un peu redondant. Et donc là, je trouve qu'on a abordé des choses un peu différentes, en tout cas qui m'intéressaient. Je m'intéresse plus à
à l'humain et au parcours qu'à ce que tu fais, on va dire aujourd'hui, parce que ça, on le sait, ce que tu fais aujourd'hui. Mais tu m'as bien expliqué aussi comment ça fonctionnait, ce métier d'agent. Donc, moi, je suis assez content d'avoir eu les réponses à mes questions, on va dire. Super. Si tu es satisfait du résultat, c'est le plus important. C'est pour ça que je suis venu ici. Et bah super. Et bah je te remercie alors de ton temps, Guillaume, et puis bah je te souhaite une bonne journée. Qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui? Comme d'habitude, là, je suis en plein dans le camp de la BTT. En fait, là, on est en train d'imprimer la bâche de sol pour la cage qu'on va utiliser pour l'événement du 18 février, la fin du camp amateur. Il faut imprimer les bannières, il faut imprimer les panneaux publicitaires, il faut finir les contrats avec les partenaires. En plus de ça, il faut s'occuper. J'ai un combattant qui va combattre à l'UFC à Vegas. Il faut lui faire sa demande de visa. Voilà, ça part dans tous les sens, hein, la journée habituelle d'un manager finalement. Mais est-ce que tu es quand même organisé? Tu vois, est-ce que, je sais pas, tu notes genre une sorte de to-do list de la journée où tu dois faire ça dans l'ordre? Ouais. Ou ça va dans tous les sens? Alors moi j'ai une façon de travailler de vieux en fait si tu veux. Moi il faut que j'écrive, c'est important, je dois écrire. C'est-à-dire qu'en fait je vois moi tous les managers que j'ai pu former, tu vois, ils travaillent sur des Google Sheets, etc., des tableaux, des trucs de ouf et tout. Moi j'ai besoin d'avoir une feuille et un stylo. Donc ouais, je suis quelqu'un de très organisé. J'écris en fait mes missions sur toute la journée. Je dois faire ça et ça. Et je finis pas ma journée tant que j'ai pas tout barré, tu vois. Donc ouais, non, je suis quelqu'un de très organisé par rapport à son programme journalier. Ah ouais, bah, je vois qu'on est de la même génération. Mais c'est ce qui fonctionne le mieux, non? Tu crois pas? Moi, Oui, j'ai bah besoin d'écrire. pour moi aussi, mais beaucoup m'envoient comme tu dis, des Google Sheets, des Google Drive, tout ça, et ça me perturbe à chaque fois. Je sens En fait, que c'est pas moi, quoi, même. voilà, je n'arrive pas à être performant avec ça. Tu vois, c'est pas un truc. Tu sais, je pense qu'on doit avoir une espèce de mémoire visuelle. En plus, nous, tu sais, il faut qu'on écrive. Il faut qu'on écrive. Juste le fait d'écrire fait que ça rentre dans ta tête et que tu vas pas l'oublier, tu vois. Mais le fait de le taper sur l'ordinateur, ça a un autre effet pour moi. Ça fonctionne beaucoup moins. Ouais, bah, c'est comme toi. Moi, j'ai mon cahier à côté où j'avais noté mes questions, tout ça. Tu vois, entre vieux, on se comprend là. Ouais, on n'est pas si vieux, mais c'est la génération qui a pas grandi, entre guillemets, avec tous ces outils, et donc c'est beaucoup plus Ouais, dur d'y passer. Ça demande beaucoup d'efforts pour nous, alors que ça tout à marche fait. très bien ce qu'on fait maintenant, et j'ai l'impression que c'est assez rapide et assez efficace. En tout cas, C'est ça. vu là où on en est, ça a l'air d'aller. En fait, c'est ça. Toi et moi, on appartient à une génération un peu. Nous, on était un peu la génération intermédiaire. Nous, en fait, on n'a pas grandi avec les ordis, mais ils sont arrivés quand on avait 14-15 ans, tu vois. Sauf qu'en fait, la nouvelle génération, bah, clairement, elle est née avec un ordinateur dans les mains. Donc, pour eux, c'est très différent. Nous, c'est pas quelque chose de tout à fait naturel, tu vois. Nous, on s'est formé en tant qu'adolescent sans avoir tous ces outils-là, en fait. Exactement, bah ouais, je sais bien. Pareil, moi j'ai du mal à écrire avec le téléphone, tout ça, c'est des trucs qui m'ennuient un Ah, peu. laisse tomber. Ah, bah, de toute façon, tu l'as vu quand on s'écrit, toi et moi, je te fais que des vocaux. Je ne Ouais. supporte pas écrire avec Bah le ouais, moi téléphone. c'est pareil. J'ai beaucoup de mal. Quand j'écris un long texte, en fait, c'est que je l'ai écrit avant à l'ordi. Donc c'est des Voilà, copier-coller, des trucs. c'est ça. J'ai les mêmes techniques alors. Bon, ça va. Bah, ça marche. Bah, je te laisse là-dessus, Guillaume, vu que ta journée est chargée avec la mienne aussi. Et je te tiens au courant quand ça sort. En tout cas, bah, merci d'avoir pris le temps. On a réussi à se caler. Très C'était cool. hyper intéressant pour moi. Merci beaucoup, Rudy. Merci pour l'invitation. C'était vraiment cool. Et on s'en refait un petit après la victoire de Benoît, là. Allez, ça marche. C'est noté, hein, je t'oublie pas. Allez, ça marche. Salut. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Merci. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.